Monsieur Ben Omar, est-ce que vous vous sentez dans l'âme de celui par qui le Tazarchi est arrivé au Niger? Non, pas du tout. Le, ce mouvement de renouveau démocratique, c'est l'émanation de tout le peuple du Niger. Comme à l'unisson, les Nigériens sont sortis d'est en ouest, du nord au sud, pour demander à Tanja de continuer. Parce qu'ils ont vu en Tanja un bâtisseur. Ils ont vu à Tanja quelqu'un qui a innové. Ils ont vu en Tanja quelqu'un qui a marqué une rupture radicale, systématique, d'avec les autres hommes qui se sont succédés à la tête du Niger. Et ils ont vu que Tanja, ce qu'il faisait pour le Niger était concret, notamment en matière de développement économique et social. À l'époque, ce n'est pas, je ne vous fais pas comment dirais-je, c'est pas un secret que je mets à la place publique. À l'époque, nous étions dans la CFD, la coordination des forces démocratiques, de 1999 à 2004. Quand le président Tanja, lors de sa première mandature, a inauguré ce qu'on appelle les 1000 classes, 1000 barrages, 1000, etc. Mais pour nous, c'était, on riait sous cap. À la limite, on se disait, mais ça rime à quoi? C'est à la limite ridicule ce slogan. Mais c'est par la suite que nous avons compris que si rien n'est fait, étant opposant à l'époque, hein, de 1999 à 2004, si rien n'était fait à la CFD, Tanja allait avoir un raz de marée. Et au deuxième tour, il est garanti de passer déjà au deuxième tour en 2004 aux élections, du fait justement de ces réalisations-là. Et mieux, j'ai eu la chance d'adhérer dans le premier gouvernement qui a succédé à la victoire de 2004. Et là, j'ai vu ce qu'on appelle le programme spécial, que d'aucuns pensent que c'est la boîte à Pandore où on distribue de l'argent à tour de bras. Mais ils n'ont rien compris. C'est un mécanisme bien huilé dans le cadre de l'orthodoxie financière, des fonds alloués aux différents ministères, gérés par le ministère du Développement communautaire et de l'aménagement du territoire, et où on fait des réalisations. Les réalisations, c'est quoi? C'est les écoles où les enfants du Niger vont pour s'instruire, se faire éduquer, des cases de santé. Aujourd'hui, le régime est en train de pérenniser ses acquis en faisant ce qu'on appelle les centres de santé intégrés, des hôpitaux de district. Ils ont préservé les acquis. Ce n'est pas venu du néant, ce n'est pas sorti comme ça du néant. Il a fallu un travail en amont, de conception à la base d'un travail pour les Nigériens, par les Nigériens. Et les Nigériens se sont retrouvés là-dedans. Combien de femmes nigériennes aujourd'hui se sont retrouvées avec des troupeaux de vaches dans les 4 coins du Niger, dans la région de Difa, dans la région d'Agadez, Maradi, Tawa, Niamey, Dosso, dans toutes les régions du Niger? Les gens se sont rendus compte qu'il y a un pouvoir d'achat que les femmes sont en train de maîtriser. Leur pouvoir d'achat est en train d'être revu à la hausse et de plus en plus, l'autonomisation des femmes n'est pas un slogan politique, mais une réalité. Grâce à ce programme-là, également, la capacité de production d'eau, notamment dans le monde rural. L'électrification rurale. Quand le président Tanja a pris le pouvoir en 1989, le taux d'électrification rurale était de 5%. En 2009, on était à 22% avec le projet électrification rurale. Depuis 2009 à aujourd'hui, est-ce que vous avez une seule ville, un seul village du Niger qui a été électrifié? Nous avons des pays voisins qui disent qu'aujourd'hui, c'est beau de voir le Niger la nuit. Dans les villages les plus reculés, vous venez, vous avez la lumière. Ce qui n'est pas le cas chez certains de nos voisins qui nous donnent de l'électricité. Paradoxe. C'est pour vous dire qu'un travail concret a été fait dans tous les domaines. Prenez aujourd'hui la chirurgie foraine. Depuis le coup d'État, c'est arrêté. Combien de vieillards, combien de femmes nigériennes, de vieillards nigériens, chez eux, à Bilma, au Djado, à Bosso, à la frontière de Terra, à Niamey, partout au Niger, on les trouve chez eux, dans leur région, à vil prix, gratuitement. On leur fait des opérations, qui la cataracte, qui pour avoir un cancer, qui pour détecter une maladie. Que dans les conditions actuelles du Niger, ils ne peuvent pas s'en faire. Mais depuis le coup d'État, ce beau joyau est arrêté. Regardez la maison, le centre de la mère et de l'enfant, dans les 8 régions du Niger. Regardez la vaccination au niveau du monde du bétail. Nous exportons de la viande. Nous avons 33 millions d'unités de bétail tropical. Une viande la plus prisée du monde. Mais malheureusement, en termes d'indicateurs, pour avoir des abattoirs frigorifiques, avoir une viande compétitive sur le marché mondial, il faut avoir un seuil de vaccination. Ce seuil de vaccination-là, le Niger a mis de l'argent pour l'avoir. Et on a atteint les 50% du bétail vacciné en 2009. Pour la première fois dans notre histoire, et gratuitement. Regardez les puits maraîchers. Regardez tous ces grands projets. Je ne parle pas maintenant des secteurs miniers. Il y a là des gens qui ont dit que non, le Niger n'a pas de pétrole.
les hommes politiques de l'époque qui nous combattaient. Ils disaient que non, c'est du tape à l'œil. On est en train de prendre des Nigériens pour des enfants de cœur, il n'y a pas de pétrole. Aujourd'hui, c'est eux. Nous avons dit que nous avons du pétrole, nous avons la teneur en pétrole, de pétrole de première qualité, et voilà la quantité. Et aujourd'hui, cela a dépassé. En 2009, quand moi j'ai quitté le gouvernement, on était à 11 puits, positifs à 100%, selon le rapport du ministre des Mines de l'époque aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont à plus de 50 puits positifs à plus de 100%. Et ils continuent la recherche. Le gaz naturel, jusqu'à l'heure où je vous parle, personne, aucune personnalité nigérienne ne peut vous dire combien de milliards de mètres cubes nous en possédons. Allez-y à Agadem, vous allez voir. L'électricité que vous avez à des centaines de kilomètres tout autour d'Agadem, c'est grâce au gaz brut nigérien. C'est pour vous dire, nous avons ce que recèle le Niger. Nous nous sommes battus pour que cela soit. Et à l'époque, je disais en tant que porte-parole du gouvernement, en moins de 3 ans, nous serons le Dubaï de l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Et quand je me rappelle de certains de vos confrères, certains feux de choux, ils nous ont traités de tous les noms d'oiseaux, en disant que nous sommes en train de mentir aux Nigériens en leur racontant des histoires. Et bizarrement, c'est eux qui se précipitent à inaugurer Soraz, sans même penser la raffinerie là, qui l'a amenée, dans quelles conditions on l'a amenée, et pourquoi on l'a amenée. Et c'est vraiment un gâchis. Nous, à notre temps, quand nous avons voulu d'une raffinerie, c'est pour qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous avons les documents qui attestent avec nos partenaires chinois, le litre d'essence sort à Soraz, à Zander, à 300 francs. 300 francs. Mais combien vous le vendre à la pompe à combien? 570, je crois, ou 500. Oui, à votre époque, vous avez... Maximum 350. Pourquoi mettre dans la structure des prix plus de 30 chapitres de dépenses? Tout ce qu'il y a comme le transport et le bénéfice des marketeurs. La SONIDEP, c'est une société d'État nigérienne. La douane, pourquoi faire la TVA? Mieux, pourquoi on a dit on a 7000 barils jour et 13 000 barils à l'exportation? Les 7000 barils de consommation nationale, c'est un système de péréquation qu'il faut faire. Les 13 000 barils à l'exportation que SONIDEP doit vendre à l'extérieur doivent supporter les charges des 7000 barils de la consommation nationale. Et selon les chiffres que nous avons aujourd'hui à Zander, tout est arrêté parce que la production, on n'arrive même pas à consommer les 7000 barils du jour. On n'a même pas d'infrastructure pour évacuer le produit déjà fini. Gasoil, brut, essence et gaz. Voyez-vous, c'est pour vous dire que les gens ont fait une fausse communication parce qu'ils ont des objectifs. Ils veulent se faire de l'argent sur le dos des Nigériens en utilisant un produit nigérien et en imposant une structure de prix où vous avez 0,3 francs qui vont à ceci, 0,4 francs qui vont à celui-là, 4,5 francs qui vont à l'autre, etc. Vous avez 17 postes de dépenses qui sont venus s'ajouter aux marketeurs et aux transporteurs. Et c'est tout à fait normal que c'est la grève, le prix de litre d'essence qui vous est vendu aujourd'hui, qui nous sommes vendus à la pompe à 579. Monsieur Benoumar, revenons au bonus du président Tanja. Qui a eu cette idée de constitutionnaliser le bonus du président Tanja, les 3 ans? Non, je disais que c'est une disposition transitoire. Bon, vous savez, hein, vous avez plusieurs écoles de juristes. Il y en a qui pensent que mettant, comme le cas de l'amnistie, elle a été une disposition transitoire introduite pour la première fois dans la Constitution de la Ve République, le fameux article 141, si vous vous rappelez, comme celui qui a été institué pour le soldat Salou et ses amis, dans la Constitution de la Ve République, c'est la même chose. Certains juristes ont dit qu'il fallait, mais en tout cas, une autre opinion qui diverge et qui pense que non, il fallait chercher un mandat propre de 5 ans en allant en compétition contre tout celui qui veut se présenter en son temps. Voilà. Monsieur Benoumar, alors je voudrais vous demander, quels sont les véritables non-dits de ce référendum, la 6e République qu'on appelait référendum, d'autres l'appellent la refondation de la République, et même certains, le Tazar, ce que vous ne voulez même pas parler? Non, moi j'ai une conviction politique, c'est qu'au vu des appels du pied faits par beaucoup de mes concitoyens, demandant au président Tanja d'aller, à l'époque j'étais l'une des personnalités qui était à côté de lui et qui avait découvert en l'homme vraiment cette âme de bâtisseur. Je me dis que ce serait un gâchis pour notre pays de ne pas aider une telle personnalité à accomplir tous ses désirs pour le Niger. Et d'une pierre, faire plusieurs coups, non seulement répondre au mal développement qui sévit dans mon pays, régler véritablement des problèmes criards dans mon pays, mais aussi l'homme a un courage politique inouï. Je suis convaincu que si ce n'était pas lui,
Je vais vous raconter une anecdote. 4 fois, le président Sarkozy demandait au président Tanja de venir en France pour discuter. Il lui a dit, je n'irai pas. C'est toi qui veux de mon uranium, c'est à toi de venir. Anne Lauvergeon a fait plus de 10 voyages, aller-retour, Paris-Niamey, rien que pour discuter avec le président Tanja. C'est rare d'avoir ce courage. Si c'était certain, regardez mon regard et vous comprendrez, ils auraient déjà courbé l'échine. C'est pour vous dire, les hommes, c'est vrai, nous sommes tous les mêmes, mais Dieu a germé le courage dans le cœur de certains, mais il n'a pas germé dans le cœur d'autres. C'est rare d'avoir certaines personnalités qui ne craignent rien, qui se disent qu'elles ont leur avenir derrière elles, elles se sacrifient pour leur pays. C'est ce que Tanja a fait. Et Tanja s'est sacrifié. Et il nous a toujours dit que le pétrole, comme les mines, vont être source de problèmes pour notre pays. Préparez-vous en conséquence. Et malheureusement, beaucoup qui ne croyaient pas l'ont vu en grandeur nature avec le 18 février 2010. Vous n'avez pas l'impression d'avoir fait entorse à la démocratie? Non, on a utilisé les voies de la démocratie. On a utilisé le référendum. Le référendum, c'est une disposition de l'article 49 de l'ancienne constitution de la 5e. Mais pourquoi on introduit alors le référendum? Prenez la 7e République. On ne veut pas de référendum. Quand bien ça a été corsé cette fois-ci. Nous, ce n'est pas le débat. On ne nous a pas battus sur le plan juridique, sur le plan du droit. Non. On nous a battus par la baïonnette, par les canons. Et c'est comme ça qu'on a mis fin à la 6e République. Et la refondation, c'est un système de pensée politique qui pense que le Niger doit être repensé de fond en comble, tant au point de vue de la réflexion qu'au point de vue de la démarche, qu'au point de vue des objectifs à assigner. C'est cela la refondation, ce n'est pas autre chose. Repenser tout. Ce n'est pas une violation de la Constitution, vous pensez jusqu'à présent? Non, pas du tout. Et je l'ai toujours dit sous d'autres cieux, si c'est à refaire, je suis prêt à le refaire. Et qu'on engage le débat avec tout celui qui est contre. Nous sommes prêts à engager le débat, qu'on nous prouve par A plus B au plan juridique et constitutionnel que ce que nous avons fait est illégal. Personne ne peut le montrer. Mais bon, on a fait appel à d'autres forces extérieures, on a fait de la manipulation politicienne des consciences. Vous savez, vous êtes au Niger. La Cour constitutionnelle de l'époque, pourtant... Je n'ai pas indexé X ou Y, mais je sais qu'il y a eu de la manipulation à l'époque. Et aujourd'hui, l'histoire est en train de rattraper les uns après les autres. Et lesquels? Et beaucoup sont en train de faire leur mea culpa. Nous sortons dehors, nous discutons avec des personnalités qui ont été embarquées dans ce bateau de l'époque. Nous savons comment tout ce travail a été fait. Monsieur Ben Omar, face au cas Wade qui se déroule présentement au Sénégal, quelle est l'appréciation que vous faites en rapport avec celui du Tanja? Non, c'est deux choses totalement différentes. C'est comme le jour et la nuit. Au Niger, je disais tantôt, c'est le peuple du Niger qui a demandé à Tanja de continuer. Et mais il a bien fallu que quelqu'un demande au peuple de venir avec lui. Non, qui? Qui? Est-ce que vous pouvez me... Je défie quiconque qui puisse dire qu'une seule fois, Tanja est sorti pour dire à un préfet ou à un ministre ou à un gouverneur ou à un chef de village que moi je voulais continuer. C'est le peuple qui s'est sorti, qui s'est mobilisé. Or, dans son serment, il y a une disposition qui dit qu'il est obligé d'être à l'écoute de son peuple, d'écouter les aspirations légitimes de son peuple. Il a juré. Autant on dit qu'il faut respecter la Constitution, mais autant il faut respecter aussi les aspirations du peuple. C'est dans cette même Constitution, c'est dans le serment lui-même. Ce n'est pas le cas chez Wade. Le Wade, ce n'est pas le peuple qui l'a demandé. Il a fait un mandat, et c'est lui-même qui a ramené le mandat au lieu de 7 ans à 5 ans. Il a fait un changement constitutionnel, non pas par voie référendaire, mais par le canal que vous connaissez de l'Assemblée, avec une majorité confortable de 4/5. Il a modifié. Et il dit que non, le mandat à partir duquel il a commencé ne tient pas compte après la réforme constitutionnelle. C'est deux débats totalement différents. Il n'y a pas d'amalgame possible à faire en la matière. Mais il y a des gens qui veulent vous créer un flou artistique autour de cette question pour vous dire que voilà. Mais ce qui est lamentable, c'est que Wade, qui a été commis par l'Union africaine, qui est venu jusqu'à Niamey en voulant donner des leçons, nous avons cru qu'il aurait tiré toutes les leçons de ce que nous vivons aujourd'hui en Afrique, et que certaines erreurs ne doivent plus être faites. Malheureusement, quand je vois Wade à Benghazi demandant à Gaddafi de sortir, et il s'incruste au pouvoir, je dis qu'on ne sait pas ce que veulent nos hommes politiques en Afrique. On peut dire que le cas de la 6e République aussi, du président Tanja. Non. C'est deux cas totalement différents. Ce n'est pas la même chose. Vous finissez un mandat, vous vous incrustez aussi. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas s'incruster, mais plutôt, ici, il y a un mécanisme
référendaire. On a dit à tous les Nigériens, mobilisez-vous, allez-y battre campagne. Dites que non, Tanja a fini ses 10 ans, il doit partir. Ne votez pas pour Tanja. C'est ce que nous avons voulu. Et en ce moment, si réellement les Nigériens n'étaient pas d'accord avec Tanja, ils allaient sortir le jour du référendum le 4 août. Ils allaient voter massivement non. Et Tanja, au soir du 4 août, il a replié ses clics et ses claques pour partir. Ça n'a pas été le cas. Ceux qui disaient qu'il n'y a que 5% des Nigériens qui étaient sortis à l'époque, nous les connaissons. C'est aujourd'hui qui sont aux commandes de l'État. Mais ils ont vu, malgré le coup d'État contre la 6e République, malgré le traumatisme que nous avons vécu, malgré le lynchage médiatique, malgré le lynchage de tous les suppôts qui étaient avec les militaires à l'époque, on nous a arrêtés ici pendant plus de 6 mois. On nous a même empêchés d'aller chez nous, à l'intérieur du Niger. Personnellement, j'ai été ramené à partir de Konni. Je partais chez moi à Zander à Gouré, on m'a ramené de Konni. Sur ma terrasse, j'ai fait plus de 6 mois assis, en me poussant les doigts. Et les autres, on leur avait ils avaient les 12-7, ils avaient les 14-5 qui les escortaient. Ils ont fait le tour du Niger pour faire leur campagne, pour dire que c'est fini. Les gens de la 6e République ne vont plus revenir. Les militaires les ont renversés. Et vous savez bien que les militaires, s'ils renversent quelqu'un, ils ne vont pas le laisser revenir demain au pouvoir. Votez qui vous savez, et c'est comme ça votre salut. Malgré ça, malgré tout le soutien, malgré le chantage qu'on a exercé sur certaines forces politiques pour soutenir qui vous savez, vous avez vu le MNSD est venu au second tour avec Sénoubo. Vous avez vu son score. Et c'est ça qui a édifié la communauté internationale en disant que le référendum là était vrai. Et j'en ai discuté avec certaines personnalités extérieures qui sont venues au Niger, qui ont constaté les faits, pour dire que tout ce qu'on leur racontait là, c'était du bluff. Si c'était dans les conditions normales de pression et de température que ces élections ont eu lieu, l'ancien régime allait revenir contre l'avis de Sanda Salou. Mais aujourd'hui, je suis convaincu que s'il se regarde dans sa chambre, dans sa glace, il doit regretter quelque part. Monsieur Ben Omar, vous étiez très proche de l'ancien président de la République, Mamadou Tanja. Quelles sont vos relations actuellement? Elles sont cordiales, sincères, de père à fils. Il n'y a pas 2-3 jours, j'étais avec lui sous son hangar. Je pars chaque fois prendre conseil auprès de lui. On échange sur la vie de la nation. Et nous allons continuer, Inch'Allah, de la même façon. Vous êtes député de la 7e République, de la majorité présidentielle. Vous n'avez pas l'impression d'avoir trahi ses opinions? Non. Je suis député. J'ai mes convictions propres. Je suis élu sur une circonscription qui a eu confiance en moi, qui a cru en moi. Et je fais mon travail. Il n'y a pas de trahison. Trahison par rapport à quoi? Si c'était à refaire avec Tanja, vous allez refaire? Je suis prêt à le refaire, Inch'Allah. Malheureusement, je sais qu'il a atteint un âge où il ne fait plus de politique. Il est au repos. Il se contente en tout cas de soigner sa famille, de soigner sa santé et de veiller en tout cas à sa famille. Merci Mohamed Ben Omar. Je rappelle que vous étiez l'invité de l'entretien de la semaine sur la télévision Ténéré. Merci chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Thank you.